Europe Matin. Thierry Dagiral. L'entretien politique de ce jeudi matin sur Europe 1, 8h16. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Beaucoup de sujets à aborder ce matin avec vous. D'abord celui des incendies en Gironde, bien sûr. Il faut construire le jour d'après, disait hier le président Macron sur place. Revoir les règles, revoir la loi. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame, notamment dans la forêt de la Teste de Buch ? Alors, les incendies de forêt ne sont pas des phénomènes nouveaux. Après, on a un moment et une conjonction de facteurs exceptionnels. Aussi grave, oui, sans doute. Ouais, aussi grave. C'est très difficile dans un moment comme celui-là de dire ce qu'on aurait pu éviter. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte de mobiliser le maximum de moyens possibles face à des feux, ce qu'on appelle des méga-feux. En plus, plusieurs méga-feux au même moment, dans un contexte grande sécheresse, grande canicule, taux d'humidité très faible, et tout ça a fait une conjonction de facteurs qui doit nous interroger, y compris dans le futur. On voit bien aussi que le front des incendies, d'une certaine façon, remonte en latitude. Il est quand même très inhabituel de voir des incendies sur les monts d'Arrée. Pour ceux qui connaissent, c'est plutôt des terres où on a le sentiment que c'est plutôt l'humidité qui règne. Donc la grande difficulté, c'est d'avoir des feux qui se multiplient à plusieurs endroits et dans des endroits qui sont inhabituels et dans des endroits qui n'avaient pas forcément prévu les moyens, de lutte, c'est-à-dire d'organisation à l'intérieur des forêts, la desserte, les pare-feux, etc. Quand le président Macron parle d'un grand plan national sur les forêts, ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? Alors il y a deux choses. Il y a d'abord un plan national de reconstruction exemplaire sur ces territoires. C'est plus de 20 000 hectares à date qui ont été malheureusement brûlés. Donc 20 800 hectares. C'est d'essayer de montrer ce que peut être la forêt, en temps de dérèglement climatique. C'est le travail sur les essences, le travail sur les dessertes. Comment on pense la forêt aussi en termes de capacité d'accès des pompiers en cas d'incendie, comment on réfléchit sur les essences. Enfin bref, il y a tout un travail à faire sur ce massif-là, parce qu'on doit la reconstruction, et donc je mobiliserai dès la semaine prochaine les services du ministère avec les forestiers. Pour l'essentiel, c'est de la forêt privée, disons-le au passage. Et puis globalement, il faut qu'on réfléchisse sur nos forêts françaises. C'est des millions d'hectares qui sont concernés. Comment on fait en sorte d'anticiper, non pas d'anticiper, en tout cas parce que on n'est plus dans l'anticipation, on est dedans, de tenir compte du dérèglement climatique. Et je le répète, il y a des tas de territoires qui n'étaient pas forcément face à un climat de type sec, et donc il va falloir qu'on évolue sur la nature des essences qu'on plante, la manière dont on organise la forêt, la manière dont on organise la mobilisation du bois en forêt. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est vrai que des élus écologistes se sont opposés aux aménagements de sécurité dans cette forêt de la Teste de Buch ? Alors, je vais vous dire quelque chose. Je trouve que dans ces moments-là, il y en a souvent à notre endroit, d'ailleurs à l'endroit du gouvernement, qui essaie de nourrir des polémiques. Moi, je trouve que on doit aux habitants la vérité sur ce qui s'est passé. Ce sont des questions, ce ne sont pas forcément des polémiques. Elles viendront naturellement. Oui, je ne faisais pas le reproche de ça, non, mais j'essaie de... Alors, il faut que peut-être posément on pose des questions, y compris à ceux qui parfois a souhaité le retour à l'état de nature, si je peux dire. Or, on est dans un système, comme on dit, anthropisé. C'est-à-dire que l'action de l'homme, elle est partout sur un territoire comme l'Hexagone français. Et donc, il faut assumer le fait que la main de l'homme passe en essayant de faire en sorte que cette main de l'homme, elle soit favorable à la biodiversité, favorable au développement forestier, favorable aux acteurs économiques de ces filières. Et donc, il faut qu'on pose posément. C'est pour ça que je parlais des fois... Parfois, je regrette qu'on n'arrive pas à poser tranquillement les choses, y compris avec les organisations écologistes, parce que je pense qu'on peut trouver quelque chose qui combine à la fois les exigences de biodiversité, de renaturation, comme disent certains, puis par ailleurs les exigences de réalité, de pragmatisme. Parce qu'une forêt qui se ferme, elle stocke moins de carbone. Une forêt qui se ferme, elle est moins accessible aux pompiers. Une forêt qui se ferme, elle est plus sensible aux feux de forêt. Les feux de forêt, c'est pas un phénomène nouveau. Dans la nature, au sens essentiel du terme. C'est pas nouveau, mais en effet, cette ampleur est assez rare. Non, mais c'est pas nouveau que les feux de forêt existent, mais on a les moyens par la main de l'homme de faire en sorte de limiter les causes et de limiter les conséquences des feux de forêt. Donc, il faut pas se priver de ça. Il faut pas se dire, on laisse faire la nature. Parce que laisser faire la nature, dans un moment de dérèglement climatique, c'est laisser se développer les feux de forêt et voir disparaître des pans entiers de la forêt française. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture ce matin sur Europe 1. Autre sujet, c'est bien sûr cette canicule, ces sécheresses à répétition. Christiane Lambert était à votre place il y a quelques jours. Elle vous interpellait en vous demandant des mesures d'urgence pour que les agriculteurs, les producteurs puissent tenir. Vous lui dites quoi ? Vous lui répondez quoi ce matin ?
Je lui dis, et elle le sait d'ailleurs, parce que j'ai des relations très nourries avec Christiane Lambert, que le gouvernement a toujours été au rendez-vous des accidents climatiques que nous avons connus ces dernières années. Et là, concrètement, en ce moment, je pense au gel, je pense à la grêle. J'ai fait mener une mission d'expertise d'abord sur la grêle. Malheureusement, on a encore des épisodes qui se sont juste produits avant hier. cette canicule, hier soir. Hier soir en Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Les conséquences sécheresse et canicule, on les verra pas tout de suite. On les verra sur au moment où vont arriver les récoltes, puisque un certain nombre de céréales étaient Mais les rentrées. pertes sont tout de suite. Non, pour certains, pas immédiatement, puisque les récoltes, par exemple sur le maïs, les pertes, on va pas les voir tout de Bien suite. évidemment. Le maïs, on va les voir en octobre ou novembre. Sur les prairies, quand il va manquer du fourrage, on va le voir qu'à l'automne et à l'hiver, quand il en manquera pour les éleveurs. Donc il faut qu'on mesure les besoins. Il y a les dispositions de calamité agricole, les exonérations de taxes sur le foncier non bâti. Donc il y a des mesures existantes. Et puis on verra s'il y a besoin de mesures complémentaires. C'est pour ça que je disais qu'on a toujours été au rendez-vous. Puis un deuxième sujet auquel je suis très attaché, c'est Julien Denormandie, mon prédécesseur, a fait voter une loi très utile sur le système d'assurance, qui doit permettre aux agriculteurs de mieux s'assurer, de mieux prendre en charge par l'assurance les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ça, c'est à partir du mois de janvier 2023. Ouais. Je compte beaucoup sur ce système qui sera puissamment aidé par l'État. C'est une volonté du président de la République pour inciter à l'assurance et pour que ces événements climatiques soient pondérés par un système assurantiel solide. Il y a dans plusieurs départements un manque d'eau. Là, est-ce qu'il faut repenser notre système d'irrigation pour l'agriculture ? Oui, là aussi, ça nécessite de mettre de côté parfois les polémiques et d'essayer d'avancer. Il y a, on va dire un truc ou quelque chose qui est assez simple. Il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas d'eau. Ouais. C'est multiséculaire. C'est pas une nouveauté du moment, du 21e siècle. C'est multiséculaire. Donc il faut qu'on assume l'idée qu'il faut que l'agriculture ait accès à l'eau. Ça nécessite aussi, sans doute, qu'il y ait certains modèles agricoles qui puissent évoluer en termes de pratique, en termes d'assolement. J'étais dans Charente il y a quelques jours sur ces sujets-là. Ils ont fait un peu moins de maïs et ils sont sur d'autres dispositifs. Mais ils ont besoin de maïs aussi pour assurer l'alimentation de leurs animaux. Donc il faut qu'on combine l'ensemble des éléments. Et puis il faut de l'accès à l'eau. C'est-à-dire qu'il faut que le trop-plein d'eau qui arrive parfois en période... D'ailleurs, tout à fait déréglé, parfois en été, parfois en hiver, parfois à l'automne, on puisse le capter pour les périodes de disette. Il faut qu'on le fasse tranquillement, parce qu'il faut qu'on puisse, sur un volume d'eau qui globalement est assez stable, prélever les moments où il y a trop d'eau, pour que les moments où il n'y a pas assez d'eau, on puisse en faire bénéficier les agriculteurs. Ce que mettent en place d'ailleurs certaines communes, ça veut dire qu'il faut le généraliser ? Oui, c'est l'issue du travail qu'on avait appelé le Varenne de l'eau, qui est l'affaire de raisonner territoire par territoire. Je crois beaucoup à la territorialisation des sujets, de regarder quels sont les besoins agricoles, quels sont les autres besoins, et comment on sorte de faire une réserve, au fond, d'eau qui permette, dans les temps comme ceux que nous traversons, de pouvoir accéder non pas à de l'eau à profusion, mais de ce qu'il faut pour éviter et limiter les dégâts de la sécheresse ou de la canicule. Alors, autre point, c'est le pouvoir d'achat. On en parlait avec le patron de Lidl il y a une demi-heure. Le prix de notre panier en supermarché a grimpé. Quel effort peut faire la grande distribution ? Vous avez vu ce rapport, bien sûr, sénatorial rendu il y a hier ou avant-hier. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? D'abord qu'il faut passer les hausses quand elles sont justifiées par la hausse des prix des céréales, quand elles sont justifiées par la hausse des prix du cartonnage, enfin bref, par la hausse des prix qui sont liés à la crise ukrainienne, qui est une espèce de contamination qui commence par une augmentation des prix de l'énergie et enchaîne l'augmentation des prix de l'énergie. C'est là qu'on a besoin d'énergie, qu'on voit qu'on a besoin d'énergie, fait monter tous les prix. C'est une question de responsabilité. Je réunis une fois par semaine, je le réunirai cet après-midi, le comité de suivi des relations commerciales, qui a une vocation à identifier les problèmes et à dire d'une semaine sur l'autre qu'est-ce qu'on essaie de résoudre ensemble, dans un état d'esprit qui soit un esprit de responsabilité. Et ça veut dire quoi ? Que la grande distribution, que certains prennent trop de temps à faire passer les prix. Ne sont pas Les responsables. hausses de prix. Certains ne font pas passer les hausses de prix. C'est-à-dire qu'ils prennent toutes voies et moyens pour dire il manque des éléments, j'attends. Or, une hausse de prix, si on la passe pas, d'abord on sera obligé de la passer à un moment, et deux, on fragilise le tissu des industries agroalimentaires. Donc c'est une question de responsabilité. Et puis deux, on sait très bien que les marges des agriculteurs sont très faibles. La loi Egalim a permis de moins perdre et plutôt de gagner un peu. Songez qu'il y a des produits qui sont exactement achetés par la grande distribution au même prix aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Est-ce que vous connaissez un seul produit en France, hors agriculture, qui puisse supporter cela? Et donc, il y a, premier élément ça, et deux, que chacun prenne sur les marges qu'il peut apprendre. Et la grande distribution peut peut-être le faire dans une logique d'effort. Donc, c'est responsabilité vis-à-vis de leurs fournisseurs, parce qu'ils sont au bout de la chaîne, mais c'est pas parce qu'ils sont au bout de la chaîne qu'ils ne sont pas responsables des maillons qui sont avant eux. Et deux, peut-être de se poser la question, chacun fait des efforts, l'État fait des efforts, hein. Le chèque alimentaire, les moyens qu'on met, ce qu'on fait sur les questions de carburant, c'est un effort pour limiter l'inflation. Et bien que la grande distribution puisse faire sa part d'effort, certains le font, mais que tout le monde le fasse. Que peut faire finalement un ministre de l'Agriculture ? On a l'impression qu'il vous est difficile de vous battre contre la puissante, très puissante grande distribution.
On a d'abord des dispositifs législatifs et je compte bien m'appuyer sur les dispositifs qui sont Egalim pour faire respecter la loi. Et si elle n'est pas respectée, il y a la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Et 2, c'est de mettre en lumière les dysfonctionnements et plus on les rend publics, la question n'est pas de faire du name dropping comme on dit, la question n'est pas de dénoncer, mais de dire ça, la pratique que vous avez là n'est pas une pratique satisfaisante. Et donc ça permet de mettre en lumière les dysfonctionnements, de mettre aussi en lumière les pratiques vertueuses, et c'est ça qu'on peut faire. Appuyer aussi sur la question de la loi. Alors après, on n'est pas dans un système où l'État est là pour tout régenter, y compris les relations commerciales. Même le monde agricole, même les industries agroalimentaires ne le demandent pas. Mais la responsabilité du ministre de l'Agriculture, c'est de s'assurer que tous les maillons de la chaîne alimentaire sont rétribués. C'est une question de souveraineté d'ailleurs. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci à vous.